Bonjour à tous et bienvenue à la radio Beats Research. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un podcast et une chaîne YouTube qui ouvre les portes de la recherche en sciences à toute la communauté. Je m'appelle Janice Petit et je suis de retour en tant que votre hôte pour cet épisode. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Dr. Georges Némer avec nous. Dr. Némer est un professeur et coordinateur du programme en génomique et médecine de précision au Collège de la santé et des sciences de la vie à l'Université Hamad bin Khalifa au Qatar. Dr. Némer a obtenu son doctorat en pharmacologie au Canada à l'Université de Montréal en 2002. Et puis ensuite, il est allé au Moyen-Orient pour continuer ses recherches. Et puis on parlera un peu de ça plus tard dans l'entrevue. La recherche de Dr. Némer, avec sa recherche, il essaie de comprendre les bases de la cardiopathie congénitale pour avoir une meilleure compréhension des événements clés au cours du développement cardiaque. Il se concentre principalement sur l'utilisation de la génétique de base et puis des approches biochimiques pour mieux comprendre les défauts et puis ensuite essayer d'offrir un meilleur diagnostic, un meilleur traitement et puis un meilleur suivi pour les patients. Donc, bonjour, Dr. Némer, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça fait plaisir. Donc, j'aimerais commencer un peu par parler de la médecine de précision. Donc, comme j'ai dit, vous êtes un professeur et un coordinateur dans le programme de génomique et de médecine de précision. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer qu'est-ce que la médecine de précision? Oui, premièrement, je tiens à vous remercier pour cette entrevue et puis à vous féliciter de partager les recherches, la science, parce que le plus important, je crois, c'est vraiment le partage de ce qu'on sait. Et c'est un moyen vraiment de mettre tout le monde à égalité dans ce monde de mondialisation. Donc, pour ne pas trop parler de la mondialisation, je commence par définir c'est quoi la médecine de précision. Le nom précision veut dire, bien sûr, être précis. En médecine, on doit être précis. C'est quelque chose d'inné, je dirais. Et puis, je pense, depuis le temps d'Hippocrate, c'était toujours pareil. La médecine était toujours précise. Mais dans le contexte actuel, dans le 21e siècle, je pense la grande révolution au niveau génomique, les données qu'on a eues à travers les séquençages des milliers d'humains a permis de mieux cibler les maladies pour chaque personne. Donc, tout le monde peut avoir un cancer de sein, un cancer de côlon, un Alzheimer, tout le monde peut l'avoir. Mais chaque individu, basé sur son génome, sur l'environnement dans lequel il ou elle les présente, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'elle mange, le climat, tout ça joue un rôle clé et évidemment, le mode de vie. Donc, on parle d'exercice, de tout ce qui a trait à avoir une santé saine, je dirais. Donc, par définition, la médecine précision veut englober la génomique, l'environnement et le mode de vie pour donner à chaque individu le traitement qui va être le meilleur pour sa condition. Euh, donc, d'accord, en fait, c'est quelque chose qui est très précis à la personne. Donc, au problème de la personne-là, en fonction de son génome et en fonction de l'épigénétique qui s'est passée, en fait, euh, dans Ouais. ses gènes et dans son corps. Donc, tout ça, c'est bien, mais pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on a besoin? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de recherches en médecine de précision et pourquoi est-ce que c'est important? Ok. Les grands défis de la médecine actuelle, c'est que, tu sais, à chaque fois qu'on commence un traitement, notre corps va réagir différemment. Chaque Mhm. cellule va réagir différemment. Donc, le contexte, on dirait le micro-environnement, joue un rôle principal pour ce qui est de la réponse, de ce qu'on espère avoir une réponse totale à un médicament. Donc, c'est primordial de savoir comment sont faites nos cellules, pourquoi chacun a une réaction différente
Et cette réaction différente va être la chose essentielle pour déterminer le meilleur traitement ou une combinaison de plusieurs traitements qui vont être basés, encore une fois, sur le génome de chaque individu. Donc, si l'on veut le meilleur traitement, il faut qu'on sache que chaque individu est différent. Donc, au terme de dosage même, chaque Mhm. individu va répondre différemment. Au niveau de combinaison de plusieurs médicaments, chaque individu va répondre différemment. Dépendamment du climat, dépendamment du mode de vie, chaque individu va avoir une réponse différente pour chaque traitement. D'où l'importance d'avoir un mode qui est défini pour chaque individu. Donc en fait, c'est quoi l'avenir de la médecine de précision? Quel est le but, en fait? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir que ce soit comme en ce moment, maintenant, quand un médecin nous donne un diagnostic, il nous donne un médicament de base que tout le monde prend et puis sans faire l'étude de nos gènes, en fait. Il nous donne ça, on espère que ça marche. Si ça marche pas, on essaie quelque chose d'autre. Donc en fait, ce serait quoi le but heu, de la médecine de précision? Dans quelques années, je sais pas, c'est quoi qu'on aimerait Tu, avoir? tu viens tout juste de le définir. Au lieu d'essayer, on a une base de données pour chaque individu et basé sur ce qu'on sait sur chaque individu, on va lui donner le médicament qui va donner les réponses voulues dès le premier traitement. Dès la première semaine de traitement, on va avoir une réponse qui va surpasser, bien sûr, comment dire, un trial and error mode de traitement. Donc, je ne peux pas toujours essayer. Mmh. La santé de l'individu est importante, le temps est important pour guérir. Mmh. Donc, il faut vraiment agir très vite. Et pour agir très vite, il faut avoir les données. Et c'est pour cela, je pense, l'essentiel dans le futur, c'est vraiment d'avoir les données génomiques et encore plus, je dirais, je travaille dans le domaine de génomique, mais je dirais, il faut avoir aussi les données sur le climat, l'environnement, le mode de vie. Tout ça, c'est important. Et n'oublions pas le stress quotidien. Tout ce qui a trait à la vie mentale de l'individu joue un rôle primordial aussi dans le traitement pour avoir le meilleur traitement et le plus rapide, le moins coûteux aussi. Parce que Oui. on n'a pas touché déjà à cet élément, mais il faut toujours prendre en considération que euh, les médicaments vont toujours avoir un prix élevé parce qu'il va toujours y avoir de la recherche pour avoir un meilleur traitement, un meilleur médicament, et ça coûte cher. Ça coûte à l'individu même, ça coûte au gouvernement, ça coûte à tout le monde. Et puis, encore une fois, en médecine, il faut toujours avoir cette stratégie d'être équitable. Donc, on ne peut pas traiter quelqu'un au Canada et dire, ben, on a les moyens de le faire, mais en Afrique, Mmh. on ne l'a pas. Donc, tout ça, il faut le mettre en considération pour avoir le meilleur en médecine de précision. J'aimerais aussi un peu, savoir quelles sortes d'obstacles, qu'il y a dans ce genre de médecine. Parce que je sais que, si on veut faire, donc en fait, le but, ça serait de séquencer le génome un peu de tout le monde, de voir quand quelqu'un est malade, on séquence le génome, mais ça coûte assez cher. Je sais que les prix diminuent quand même, c'est pas aussi cher que c'était avant, mais ça coûte quand Yeah. même quand même assez cher. Donc est-ce qu'il y a d'autres obstacles ou, qui pourraient, dès que ces obstacles-là seraient un peu débloqués, on pourrait en fait avancer en tant que société dans la médecine de Ouais, précision? je dirais le grand obstacle, c'est de comprendre les différentes ethnicités. Parce que tu vois, encore une fois, lorsqu'on commence à faire un médicament, euh, on le fait basé sur les données qu'on a. Et la plupart des données génomiques qu'on a est sur la race européenne nord-américaine. Encore une Mmh. fois, je ne dis pas que ce n'est pas normal, mais il faut avoir un, un aspect global pour essayer de mieux comprendre et de mieux cibler. Parce que Mmh. je te donne un exemple. Si tu as une variation au niveau de ton ADN qui fait que tu vas répondre à un médicament donné plus efficacement qu'un autre individu,
Et si je ne connais pas si en Afrique, cet individu a le même changement d'ADN, je ne pourrais pas savoir comment va être sa réaction. Donc, je ferai les médicaments qui vont seulement traiter les Européens, mais non pas les Africains. Ça, c'est un exemple. Donc, Mhm. euh, 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 l'obstacle, c'est d'avoir les données de partout du monde. Non, non pas ciblées dans un pays donné ou même dans une région donnée, mais en voir un aspect global du génome humain. Comme ça, on pourra comprendre comment faire le meilleur médicament pour chaque individu. Encore une fois, euh, ça fait comprendre comment les maladies vont évoluer et comment nos Mhm. réponses vont être différentes. Ouais, avoir une plus grande variété dans, les données qu'on a déjà. Parce qu'on en a Yeah. beaucoup, mais on en a pas assez qui sont variées, c'est ça. Exactement. Donc, comme tu avais dit, le coût, ça a diminué, mais avoir des individus de tous les pays du monde, c'est un challenge qu'on ne peut Mhm. pas avoir. Encore une fois, il faut respecter les bases éthiques de recrutement de ces individus, la sécurité des données, les bases de données qui ne doivent pas être gérées par euh, des industries pharmaceutiques Mhm. juste pour faire de l'argent, parce que en fait, ça, c'est important pour préserver, comment dire, euh, tout ce qui a trait à la personne elle-même. Ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est je pense que ça va être c'est un grand obstacle, c'est quelque chose qui va Ouais. prendre du temps, je crois et aussi, hem, de l'effort, beaucoup, beaucoup d'efforts de tout le monde parce que c'est, les compagnies pharmaceutiques, des fois, elles font pas elles ont pas, les gens en dans leur première, dans la Ouais. première place dans leur tête. Ouais. Donc on a parlé un peu, de la, précision de médecine et puis des grands obstacles qu'il y a pour ça, mais j'aimerais un peu savoir, dans un monde idéal, donc dans quelques années, ça serait quoi le processus idéal pour avoir le diagnostic et ensuite le traitement et le suivi d'un patient? C'est quoi qui serait, ce qui serait parfait, en fait? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? C'est quoi le but de toutes ces recherches et puis de tout ce que vous Euh, faites? je dirais l'importance d'avoir une carte informatique, je dirais, comme maintenant on en parle en bioinformatique, c'est avoir une carte informatique pour chaque patient. Donc, j'arrive à l'hôpital, j'arrive en clinique et le médecin doit avoir une idée déjà ou un rapport de tout ce qui a trait à notre génomique. Comme ça, le diagnostic qu'il fait va aider à faire le meilleur traitement basé sur cette carte d'identité génomique. Mais je dirais plus, et je renchéris encore sur le fait que l'important aussi, c'est d'avoir une idée de l'effet environnemental qui est tout probablement qui est particulier à chaque individu qui va être traité. Et bien sûr, le mode de vie. Donc, le mode de vie, encore là, on touche à un élément essentiel qui est relié à la liberté de l'individu, à tout ce qui a trait à cet aspect de préserver l'identité qui ne peut pas être divulguée à tout le monde finalement, mais qui pourra aider à faire le meilleur diagnostic et le meilleur traitement pour un patient donné. Donc, encore une fois, le challenge, c'est toujours plus éthique euh, que seulement financier, parce que Mmh. il faut respecter la personne, quels sont ses droits, est-ce qu'on a à divulguer, par exemple, combien de fois je fais un push-up par jour? Je ne sais pas. C'est des petites choses, mais il faut vraiment y réfléchir parce que ça pourrait aider à formuler un meilleur traitement, mais ça pourrait aussi être un problème Mmh. tout ce qui a trait à l'individu comme personne et avoir à tous ces petites données qui peuvent être mal usées. Donc en fait, on a encore, un petit peu de chemin à faire, du côté, éthique et du côté aussi, données de génome. Peut-être, on espère dans quelques années, on pourra un peu, éclaircir ces idées et puis avoir, un meilleur, diagnostic et puis un meilleur traitement pour les patients. J'aimerais un peu savoir, qu'est-ce que vous faites, donc vous travaillez, comme on a dit, en génomique et puis en médecine de précision. Quelle sorte de recherche faites-vous, en ce moment?
OK. Ben, je te disais, j'ai fait presque toute ma carrière jusqu'à présent en essayant de comprendre, les causes génétiques des, maladies congénitales cardiaques chez l'humain. En effet, ces maladies-là, ça reste toujours, les premiers en termes de nombre. Donc, une un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque partout dans le monde. Et donc, c'est toujours un un malaise pour les parents. L'enfant déjà qui est né, il n'a pas à souffrir, Mhm. mentalement, mais physiquement, il est là à souffrir. Heu, c'est toujours un problème pour le domaine de la santé en général parce que jusqu'à présent, la plupart des causes génétiques ne sont pas connues. Donc, on ne peut pas prévoir si on a un problème au niveau de l'ADN, est-ce que ça va causer un problème au niveau du développement du cœur? Rares sont les conditions où l'on sait déjà c'est quoi le problème. Donc, j'ai travaillé sur un syndrome qui est très, très, très rare, un dans 10 000. OK? Il s'appelle Holt-Oram syndrome. Et ce syndrome, de plus d'avoir des défauts au niveau du cœur, il cause des défauts au niveau des membres, principalement les mains. OK? Donc, on a trouvé le gène responsable de cette maladie. OK? Et ça, je l'ai fait quand j'étais déjà étudiant à Montréal. Donc, mais c'est très rare des maladies comme ça, syndromiques, alors qu'il y a des maladies isolées au niveau du cœur où seulement une petite partie qui est déformée, mais qui cause un problème majeur au niveau de l'adaptation du cœur humain Mhm. juste après la naissance. Au niveau de dépistage, on sait qu'on peut déjà voir s'il y a une malformation cardiaque par échographie, OK, chez la mère enceinte, mais on ne peut pas résoudre le problème. Et c'est ça toujours le défi qu'on a jusqu'à présent. Tout ce qu'on peut faire, c'est que après naissance, on peut avoir une opération chirurgicale, on peut avoir un remplacement de valve, on peut avoir tout ce qui peut avoir une androprothèse, tout ce que tu peux imaginer, mais avec les risques, parce que les risques d'une intervention chirurgicale chez un nouveau-né est très élevé. Et encore une fois, je dis que la première cause de mortalité chez les nouveau-nés âgés de moins d'1 an, ce sont les maladies congénitales cardiaques. Donc, ça a été toujours pour moi un challenge d'essayer de comprendre quelles sont ces causes. Malheureusement, je te dis, jusqu'à présent, malgré tous les efforts à travers la planète, à peine 5% des causes de ces malformations sont connues. J'y ai contribué dans quelques petites affaires parce que probablement j'ai eu la chance de travailler avec des cliniciens qui ont accès à des patients à travers le Liban, par exemple, où le taux de consanguinité était toujours élevé, qui est relié en fait Mhm. aussi au nombre élevé de maladies congénitales cardiaques. Donc, je dirais une occasion, cette occasion de travailler dans un contexte encore local où tu as à travailler avec les patients, les familles et à l'aise, je dirais, okay, sans problème éthique, sans problème de mal compréhension, euh, ça aide à dévoiler certaines causes génétiques. Malheureusement, on croyait qu'on allait résoudre 90% avec un taux de consanguinité élevé. Malheureusement, on n'a pas pu résoudre presque 5% des cas. Et ça a été toujours et restera toujours un défi pour moi et pour tous les chercheurs dans ce domaine. Je dirais, c'est parce que c'est pas seulement génétique, c'est encore l'environnement, le micro-environnement qui va affecter l'épigénétique et qui, on ajoute avec le mode de vie de la mère enceinte
va faire qu'il va y avoir une malformation ici ou une malformation là-bas. Donc en fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on aimerait que ça soit. C'est en fait un mélange de génétique, comme vous avez dit, de l'environnement, de tout ce qui se passe. Donc même si on a une population heu, Homogène, comme on dirait. qui est là pour la Ouais, recherche, c'est quand même ouais, c'est quand même difficile de trouver la cause. oui. Vous avez dit que, vous avez travaillé donc au Liban, donc en collaboration, j'imagine, avec, des médecins et puis vous avez aussi je sais que vous avez travaillé avec docteur Moulani Mhm, Mer et puis plein d'autres médecins à travers le monde, puisque vous avez fait des études ici au Canada. Je sais que vous avez travaillé au Liban et puis maintenant au Qatar. J'aimerais un peu parler, hem, du genre de collaboration que vous faites un peu avec tout le monde et puis aussi de l'importance de ce genre de collaboration pour la science. oui, bah, en fait, l'important, je dirais, c'est collaborer. Tu ne peux pas faire tout seul. OK? Et puis, je l'ai appris depuis que j'étais étudiant. En fait, la science a évolué dans les 2 derniers siècles d'un pas énorme que personne ne pourra savoir presque un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc, il faut collaborer. Ça, c'est la première devise à tout le monde. On ne peut pas faire même un petit centimètre tout seul maintenant en science. OK? Euh, Qu'est-ce que ça apporte? Les échanges des idées, c'est vraiment le plus important parce que formuler une hypothèse demande toujours des discussions, des échanges. Je dirais, mon opinion, l'opinion de l'autre est importante pour formuler l'hypothèse, premièrement. Deuxièmement, pour formuler la méthode à suivre. Et troisièmement, pour avoir l'interprétation correcte. Donc, Mmh. c'est pour ça que les collaborations sont importantes. Ça, c'est au niveau scientifique, intellectuel entre les chercheurs. Mais ce qui est plus important, c'est les collaborations au niveau des échanges entre les étudiants et entre les équipes. Ça va aider aussi des étudiants qui sont peut-être dans leur petit monde, dans leur petit coin, coincés dans un petit projet, d'avoir une idée de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Encore une fois, ça va aider à chaque étudiant à devenir plus mature en termes de compréhension de la globalité du problème dans lequel Mmh. ils sont plongés. Et finalement, les collaborations à travers, entre pays, je dirais, développés et sous-développés, par exemple, ça aide les pays sous-développés à au moins utiliser ces collaborations pour hausser leur niveau de recherche local. Et puis, ça aide les pays développés à mieux comprendre les besoins des pays sous-développés. Oui, c'est vrai que la collaboration, ça peut, donner des idées et puis faire penser à des choses qu'on n'aurait jamais pensé avant et puis débloquer des choses aussi même, je sais que des fois, il y a certains laboratoires qui ont pas accès à certaines techniques, certaines Oui. choses. Donc en fait, ça peut aider à faire avancer un projet qui aurait jamais avancé sans ce genre de collaboration. Donc comme je l'ai dit, vous avez fait vos études au Liban, vous avez travaillé pardon, vous avez travaillé au Canada, vous avez fait vos études au Canada, vous avez travaillé au Liban et maintenant vous êtes au Qatar. Est-ce que vous pensez qu'avoir un peu voyagé dans différents pays et différents environnements, ça vous a donné un avantage, dans le monde de la recherche? Je dirais que ça donne un avantage au niveau de l'individu lui-même, avant la recherche, parce que, comme je dis, comprendre l'autre, ça commence par faire des échanges, même au niveau du langage. Et donc, Mmh. ça aide à mieux comprendre comment l'autre réagit pour une situation donnée. Euh, je dirais ma meilleure, je ne dirais pas ça parce que je fais l'entrevue avec vous, mais l'impact que j'ai eu au Canada au niveau personnel et je ne peux pas le comparer à n'importe quoi pour mon développement intellectuel, je dirais. Okay? Donc, c'est vrai que j'ai un bagage intellectuel pas mal au Liban, qui est parmi les pays au niveau de l'éducation qui sont très avancés, même avec les troubles qu'on a à présent. Mmh. Mais je dirais sortir
euh, euh, de la chambre, comme je dirais, pour rentrer dans un monde plus divers, euh, fait que tu acquiers des connaissances élargies, ça t'aide à t'intégrer mieux dans un monde qui change à chaque minute. Et puis, non pas seulement les changer de pays, comme tu dis, d'un endroit à un autre, ça aide. Euh, Évidemment, l'être humain toujours cherche la stabilité. Donc, changer, c'est pas toujours si facile. C'est un défi continu. Et un défi continu, ça t'aide à mieux progresser dans ta vie personnelle au niveau de ta maturité intellectuelle. Mhm. Et c'est ce qui aide dans la recherche, parce que dans la recherche, ce qui est important, c'est toujours avoir des défis, mais au jour avoir les bonnes solutions. Et les bonnes solutions, c'est pas toujours parce que on est dans un endroit donné, coincé parce que qu'on sait, mais il faut toujours avoir cette ouverture d'esprit pour essayer d'assimiler les réactions des autres, d'assimiler leur point de vue et les intégrer dans de ce que tu penses être la meilleure solution pour un problème donné. Oui, donc est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez aux autres? Est-ce que vous pensez que, changer d'endroit, changer d'environnement, aller dans un différent pays pour, peut-être faire un doctorat ou une maîtrise ou quelque chose comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez, aux Oui, étudiants? euh, je vais tout de suite dire oui et je précise que ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir une diversité au niveau du progrès Mmh. de la phase étudiant gradué au postdoc. Et c'est là où tu vas faire ton chemin, ton propre chemin qui va être euh, le succès que tu vas avoir comme chercheur indépendant au futur. Donc, faire un doctorat, une maîtrise dans une région donnée est important, mais aussi faire un postdoc dans une région différente est plus important. Et donc, combiner le tout, ça va être dans un autre pays, un troisième pays, ça va être le meilleur pour une, je dirais, une vie académique qui va être enrichie à cause de cette diversité. Et je dis toujours, il faut suivre son cœur parfois. Donc, là où ça te mène, il faut y aller. C'est toujours un défi et il faut toujours prendre les défis comme quelque chose qui va faire de nous des meilleures personnes. Parfait. Merci beaucoup pour ces beaux conseils, docteur Nemer. En fait, je pense que c'est tout le temps Merci, je qu'on vous en a pour prie. aujourd'hui. Donc, on va conclure l'entrevue. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci bien et à bientôt, j'espère. Au Oui, Canada. oui, au Canada peut-être. J'aimerais juste remercier l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, la radio Beats Research, le département de biologie, microbiologie et immunologie de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. J'aimerais aussi souligner que notre réalisateur est le docteur Emilio Arlacon. Merci à tout le monde de s'être joint à nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à tous nos podcasts. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter si vous voulez savoir quand un nouveau épisode est mis en ligne. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée.